thérapie quotidienne du parkinsonien. Donc on va beaucoup moins parler médicaments, bien entendu. Ça, je considère qu'aujourd'hui, même s'il y a des questions à la fin, vous pouvez me poser des questions sur les médicaments, mais ne vous attendez pas à ce que je vous donne l'explication de la maladie au sens symptômes, etc. Je considère qu'aujourd'hui, on ne parle pas de ça, on parle plutôt des trucs. Comment vivre avec son Parkinson. Voilà. Ce qui est déjà bien, vous allez voir, vous n'aurez pas thématique. Alors, juste un petit rappel de notre ami James, là, qui a décrit la maladie à Londres en 1817, 2 ans après Waterloo, pour donner une idée. Et trucs et astuces dans la maladie de Parkinson. Oui, je vais vous donner ça à volonté, si vous voulez, aujourd'hui, pendant une bonne heure en tout cas. Mais je vous demande de bien réfléchir quand même. Et que, en réfléchissant, les trucs et astuces, vous allez les retenir. Il ne suffit pas de vous donner des trucs et astuces, et puis vous allez les oublier. On a des bouquins là-dessus, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les miens, entre guillemets, pour dire la Belgique. Il y en a en anglais, etc. Mais aucun, y compris les miens, aucun bouquin n'est complet. Parce que la maladie de Parkinson, je l'appelle la maladie aux 100 visages, parce qu'il y a 100 façons d'être parkinsonien. Si vous vous regardez bien entre vous, entre guillemets, vous n'êtes pas tous les mêmes. Il y en a qui tremblent, il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont difficiles à marcher. Donc tout ça est très différent. L'évolution de la maladie est différente. Et les situations de vie sont à l'infini. Vous allez dire, oui, docteur, moi je voudrais savoir comment je dois faire pour sortir de ma voiture, pour aller au jardin, pour faire ceci, pour faire cela. L'infini. Donc il n'y a pas de livre où vous allez avoir tout. En fait, l'idée, c'est que vous devez avoir des données de base de la maladie de Parkinson, et à chaque situation où vous êtes un petit peu en difficulté, réfléchir. C'est tout le mot réfléchissons. Qu'est-ce qu'il m'a dit et sur quoi je peux raisonner pour me tirer d'affaire de telle ou telle situation. C'est beaucoup mieux d'aller dans un livre. Le problème d'aller voir dans un livre une réponse à une situation, c'est aussi le fait de se déconnecter un peu de sa maladie. C'est dire, tiens, c'est le livre qui va me donner la situation, moi je fais rien. Je fais rien, je lis ce qui est marqué dans le livre. Non, c'est beaucoup mieux que vous vous preniez en charge, que vous participiez à la réflexion de comment on fait. Et vous allez voir qu'alors ça devient plus facile de trouver ces solutions soi-même. Ne soyez pas dépendant d'un livre, des autres, etc. Essayez de participer, de réfléchir. Et je dis souvent que moi je trouve ça bien, quelque part, que la maladie de Parkinson vous pousse à réfléchir, ça fait travailler votre cerveau. Plutôt que d'être dépendant, on m'a dit de faire ça, je fais ça. Non, pourquoi? Je fais ça parce que je sais que c'est ça qui me fait du bien. C'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Donc, vous n'aurez pas un livre trucs et astuces de grand-mère. Ah, même là-dedans, c'est à l'infini. Vous n'avez jamais le livre complet avec tous les trucs et astuces. On va réfléchir ensemble pour que vous trouviez vous-même la solution quand vous êtes soumis à quelque chose. Donc, comme je viens de vous dire, la liste des trucs et des astuces, elle est infinie. Comme les situations de vie sont infinies. Chaque patient est différent aussi, l'affection évolue au long cours. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous êtes comme ça, vous ne serez plus le même dans 5 ou 10 ans. Il y a des choses qui vont changer, de plus que l'âge. La Parkinson aussi va progresser. Comme vous savez, on n'a pas le moyen de stopper cette maladie. Pour le moment, la freiner, oui, mais pas la stopper. Donc, si on parle de 5 à 10 ans plus tard, c'est clair, vous ne serez pas dans la même situation maintenant, et vous devrez réfléchir encore plus à d'autres solutions que celles d'aujourd'hui. Donc tout ça est évolutif, et ça ne se trouve pas dans un livre. Ça devrait se trouver tout doucement dans votre cerveau. Donc, on va faire le rappel des données fondamentales à connaître, et puis après, c'est à vous de réfléchir pour être attentif à ce qu'il faut faire, et être créatif. J'aime bien le mot créatif. Dans les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, comme la situation n'est pas fixée dans le temps, que par définition ces maladies elles évoluent tout doucement, eh bien il faut s'adapter à l'évolution en étant créatif. Créatif en tant que soignant, le médecin, le kiné, la logopède, etc. Alors, tiens, aujourd'hui on va faire plutôt tel exercice. Je vais vous trouver un exercice qui vous convient à vous. Voilà des choses intéressantes. Et vous devez aussi évoluer.
Donc, on ne va pas chercher la solution dans le livre, mais dans son cerveau. Je préfère ça. Et j'ai un brave patient de Montigny-Tilleul qui, en sortant de mon bureau, m'a dit: docteur, on ne m'avait pas dit, mais être parkinsonien, c'est un job à plein temps. Il faut réfléchir, il faut faire. Et on n'est pas là pour être dépendant des médicaments ou dépendant de conseils. Il faut y participer. Voilà. Il faut continuellement penser à bien faire. Et c'est repris dans la charte de début de l'inventaire. Et donc, moi, en tant que communicateur, écrivain, comme Mme Grégoire vient de le dire, mais je suis en conférence une fois par semaine, tous azimuts, y compris à l'étranger. Donc, comprendre permet d'agir, et c'est mon but. Mon but, c'est de vous faire comprendre votre maladie, ou la maladie de votre conjoint. Parce qu'on parle autant aux patients que aux aidants proches. Je suis en train de monter une conférence maintenant qui s'appelle Aider les dents. Pourquoi? Parce que dans les maladies neurodégénératives, vous avez le patient, qu'on appelle l'aider, vous avez autour de lui son épouse, ses enfants, ses neveux qui sont les aidants proches. Et puis vous avez les soignants. Eh bien, tous ces gens-là doivent être aidés aussi. Il ne faut pas croire qu'il faut faire que aider le patient, il faut aider aussi ceux qui aident le patient. Et donc, il faut qu'on comprenne tous la maladie, et là, ça permet d'agir. Et ça, c'est une référence à Spinoza, je ne sais pas si vous connaissez, le philosophe hollandais Spinoza du XVIIe qui a ouvert la voie dans ce chemin-là. Je redis à Mme Grégoire de regarder l'horaire quand il est temps de m'arrêter. C'est une fois que je suis parti, non? Donc, comme je viens de vous le rappeler, la maladie de Parkinson n'est pas curable, ni même stabilisable de manière définitive. Ça, vous inventez rien, on sait que c'est comme ça, on sait que la recherche travaille continuellement dans le monde entier. Les plus belles équipes sont par exemple à Singapour, du côté asiatique. Aux États-Unis, il y a de très belles universités qui font des recherches pour essayer de trouver le moyen déjà de bloquer la maladie. Si on pouvait la bloquer tôt, on resterait avec des symptômes légers et répondrait aux médicaments, on serait déjà tous contents. À guérir, ça sera encore beaucoup plus tard. Et la recherche là-dessus, c'est surtout la génétique. C'est grâce à la mise au point de meilleur en meilleur sur le plan génétique de la maladie de Parkinson qu'on va pouvoir avoir. Mais on en a encore bien. On peut la stabiliser de mieux en mieux et allonger la lune de miel. Ça, je dis quand même que moi, je suis dans le Parkinson depuis les années 70, 80, quasiment 50 ans de Parkinson, et je peux vous dire qu'au début, la lune de miel, elle était bien, comme on dit, 2, 4, 5 ans. Or, honnêtement, maintenant, moi, je vois de plus en plus de patients qui arrivent à avoir de la lune de miel de 10 ans. On a doublé le temps de lune de miel grâce au progrès en 50 ans, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais grâce aux nouveaux médicaments, grâce aux nouveaux conseils, entre autres, ne prenez pas trop de médicaments dès le départ. Je me souviens d'un conseil qu'on donnait aux médecins généralistes à l'époque. Ah, on a trouvé, c'est quoi le Parkinson? C'est un manque de dopamine dans le cerveau des gens, donc il faut leur en donner un maximum. Et on a vu éclore dans les années 80 des gens avec une dyskinésie invraisemblable. Et on a dû dire, c'est pas parce qu'il manque de dopamine qu'il faut leur donner de la dopa ou des médications dopaminergiques à fond, au maximum. Il faut, et c'est de là qu'ont déjà venu cette notion d'économie, de mise en route progressive du traitement, palier par palier. Et ça, vous voyez, c'est déjà un avancement terrible dans le contrôle de la lune de miel. Parce qu'avant, les lunes de miel, elles étaient courtes parce qu'on donnait trop de médicaments au départ, trop vite, trop. En dehors des nouveaux médicaments, etc. En dehors aussi, quelque chose qui est quand même sorti, alors que moi j'en parle depuis une dizaine d'années, c'est l'exercice physique. L'exercice physique est maintenant considéré comme un traitement de la maladie de Parkinson. Et non seulement un traitement, mais un traitement de début de maladie. Donc, quand on vous annonce le diagnostic de maladie de Parkinson, le premier traitement à vous donner, c'est faites de l'exercice physique.
soit de la gym, de la natation, du vélo, etc. en autonomie, soit de métier par un kiné, ça dépend un peu de votre âge peut-être, et de vos autres possibilités, parce que Parkinson, il s'inscrit dans votre santé, il faut voir qu'est-ce que vous avez d'autres comme problèmes de santé. Mais toujours est-il que maintenant, on est tous d'accord que le premier traitement, c'est l'activité physique. Quand moi, j'en parlais dans des conférences de ça il y a 10, 15, 20 ans, où je sentais l'intérêt de l'activité physique, on me regardait un peu de travers en disant, ça c'est juste, tu fais faire de la kiné, de la gym au patient pour occuper le patient. Maintenant, 20 ans plus tard, on admet qu'effectivement, c'est un traitement qui permet de freiner la maladie. L'exercice physique freine la maladie. Je ne rentre pas dans les détails, si vous voulez, moi, on peut le faire. Bon, donc tout ça pour vous dire que la lune de miel, elle a quand même bien changé, elle est beaucoup plus longue qu'avant. Mais il n'empêche qu'il faut accepter les changements profonds concernant le déficit important en dopamine. Hein, parce que faut peut-être voir ce qu'il m'a dit hier suivant pour vous expliquer ça tout près. Je viendrai après. Ça, c'est quelque chose que je montre souvent en consultation. C'est que quand vous naissez, nous avons 100% de dopamine dans notre cerveau. Et puis, il y a une perte naturelle de la dopamine parce que le cerveau vieillit, ça, vous ne savez pas empêcher le cerveau de vieillir. Et on considère que quand on arrive autour de 100 ans, on a perdu à peu près 10%, 20% de volume cérébral, mais on est bien. On est simplement vieux, entre guillemets, 100 ans. Mais on a perdu naturellement des neurones, ça c'est sûr. Mais la courbe, elle est là. Voilà, et ça nous amène autour de 80% à 100. Dans le Parkinson, il y a un moment ou l'autre où, paf, les neurones, spécialement en dopamine, descendent. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas extérieurement. Même soi-même, on ne se rend pas compte au début que la dopamine diminue parce que le corps humain est ainsi fait que quand une maladie arrive, il y a des compensations et on pense simplement au cancer. Le cancer, on le diagnostique parfois trop tard, on ne le voit pas au départ. Et bien, dans les maladies neurodégénératives, ça fait la même chose. Le départ, c'est pas facile à voir. Et c'est d'ailleurs un des sujets de recherche, c'est de pouvoir dire aux patients, attention, vous êtes en train de descendre la courbe, là, il serait temps de vous soigner. Et qu'on puisse arriver à ça. Et directement rectifier cette courbe-là, comme je vous disais, freiner la maladie tôt. Donc, pour le moment, on ne fait rien de tout ça. Et on arrive ici à la flèche, vous voyez, premier symptôme. Premier symptôme, c'est un petit tremblement, c'est une petite lenteur à la marche, hein, c'est le visage figé, le ralentissement. Et quand les premiers symptômes apparaissent, il vous reste 20%. Donc, le déficit en dopamine dans votre cerveau, il est majeur. Et ça, il faut le comprendre. Et qu'à ce moment-là, bien sûr, on fait des examens, par scan, des examens neurologiques, tout ce que vous voulez, on fait jamais de Parkinson. On va vous donner des médicaments, mais vous n'allez jamais remonter à 100%. Le mieux qu'on imagine, c'est qu'on remonte les gens vers 50, 80% peut-être au début. Mais vos neurones sont perdus, vous avez perdu beaucoup de neurones, on ne remplace pas vos neurones. On a fait des tentatives de greffe neuronale, vous savez que ça a été abandonné. Donc c'est retourné en laboratoire. Je ne sais pas que c'est abandonné tout à fait, mais c'est certains laboratoires de recherche qui continuent d'essayer de trouver le moyen de refaire des greffes neuronales, parce que c'est vrai que c'est un manque de neurones là, qui est crucial. Et que les médicaments ne font que tamponner un peu, sans remonter en haut. Donc, vous devez accepter qu'il se passe quelque chose en vous qui fait que vous ne serez plus jamais le même qu'avant. Vous devez donc accepter cet état de déficience en dopamine qui va vous amener à changer plein de choses dans votre vie pour être heureux. Vous ne pouvez plus faire des choses comme ça. Hein? Alors, la dopamine, neurotransmetteur cérébral très important, voilà, engendre un nouveau mode de fonctionnement pour s'adapter à ce changement. Et la dopamine, elle a trois fonctions dans votre cerveau. Dans le cerveau de tout le monde, mais particulièrement dans le contexte de la maladie de Parkinson, c'est le moteur. Tout le monde sait que quand on manque
Dans Parkinson, on va commencer à être plus lent, trembler, donc des symptômes moteurs. Il va avoir les symptômes attentionnels, on va manquer d'attention. Et on va manquer de motivation. Ça, c'est les 3 points importants qui sont liés à la dopamine. Et donc, il va falloir s'adapter à ça. S'adapter, ça veut dire que vous allez devoir changer des choses pour ne plus faire comme avant, par exemple les réflexes. Vous aurez de moins bons réflexes qu'avant. Rien que parce que la dopamine joue sur l'attention. Qui dit attention dit réflexe. Vous n'avez pas des réflexes, vous n'êtes pas un peu attentif à ce qui se passe. Pas de bons réflexes. Donc, il faut apprendre et accepter un nouveau mode de vie et de nouvelles façons de faire. Technique de marche, d'équilibre, pour éviter les complications. Tant que vous n'acceptez pas que vous devez faire des choses différemment d'avant, on n'avance pas. Je vois trop de patients parkinsoniens qui viennent en disant « Docteur, moi, il faut ma solution, je veux revenir comme avant ». Là, je vous ai bien montré par le petit schéma-là que ce n'est pas possible. Les médicaments vous donnent une bouffée d'oxygène, vous donnent le moyen de contrôler votre maladie, mais il y a 50% qui sont dans vos mains et dans votre façon de faire, de vous adapter. La nouvelle façon de vivre, donc de faire dans un contexte parkinsonien, c'est bien plus que quelques trucs et astuces. C'est vraiment votre, je dirais, dynamisme complet qui doit se mettre dans le coup de la maladie. Vous ne pouvez pas dire, ah ben oui, j'ai une maladie, donnez-moi 2-3 trucs et je vais revenir à la normale. C'est vous qui devez vous mettre vraiment dedans et dire, allez, qu'est-ce qu'il faut que je change pour que ça aille? Il faudra changer beaucoup de choses. Peut-être dans l'alimentation, on parlera d'alimentation, l'habillage, etc. Il y a des règles de base à adapter pour éviter les chutes, entre autres. Donc ces règles de base, à bien comprendre, vont nous aider à trouver dans chaque situation la bonne et nouvelle technique à appliquer. Donc c'est finalement vous qui allez faire le livre de trucs et astuces. En disant, tiens, il m'a dit que dans un, je dois réfléchir à ça. Bon, on va se donner une liste de règles de base à relire. La première règle de base, dans la maladie Parkinson, liée à votre déficit en dopamine majeur, c'est la lenteur. Souvent, on dit, ouais, docteur, je suis plus lent qu'avant. La lenteur, vous devez l'accepter. On ne sait plus revenir à 100% de dopamine avec le boum, des réflexes et de la vitesse. Dopamine dans le cerveau, c'est vitesse-réflexe. Il faut dire ça, je n'aurai plus. D'ailleurs, je pense que, oui, voilà, je vous mets ici, le mot vite doit disparaître du vocabulaire, y compris des conjoints ou des aidants proches. J'entends encore trop souvent un aidant proche qui dit « Ah, mais dépêche-toi, hein, plus vite que ça hein. !» Le mot vite, vous oubliez ça, c'est fini ça. Il faut dire bien. On va faire bien, mais pas vite. Voilà. Que ce soit marche, équilibre, vélo. Maintenant, le parkinsonien peut tout faire. Hein. Il peut aller à vélo, il peut faire du voyage international. On peut tout faire, mais on va le faire différemment d'avant. C'est ça qu'il faut comprendre. En allant moins vite, en préparant bien les choses, en anticipant, pas au dernier moment comme on faisait avant. Voilà. Alors, donc on va parler de ça maintenant. Le reste, on va faire une ligne à la fois. Bon, donc je vous rappelle que la dopamine, elle est ici dans la substance noire, ce petit noyau ici, la substance noire, c'est tout petit, qui donne de la dopamine ici au centre, on appelle le striatum. Dans votre cerveau, en gros, c'est une voie de 2 à 3 cm, c'est tout petit. Et c'est ça qui va surtout diminuer. Mais il faut savoir que le cerveau contient d'autres voies dopaminergiques aussi. Certaines qui vont au niveau frontal et préfrontal, on en parlera après, c'est plutôt dans la planification. C'est plus le moteur, c'est la planification qui peut prendre des problèmes. Voilà, et alors ici, dans ce qu'on appelle le limbique, c'est qui va rendre les patients plus émotifs, plus dépressifs, etc. Bon. Tout est lié à la dopamine, avec des zones différentes du cerveau qui sont touchées. Mais c'est surtout le moteur qui est touché, et là on le voit très bien ici. Hein, je viens de vous parler de la substance noire. Vous voyez, chez un patient normal, effectivement, la substance est bien noire dans le cerveau, et chez le patient parkinsonien, le noir est devenu gris-blanc. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup de neurones, et là, il y en a moins. Avec 80% de déficit, les neurones meurent à cause d'une accumulation de protéines. On appelle le corps de Lévy. C'est des protéines anormales, donc génétiquement anormales, et c'est ça qu'on doit pouvoir finalement arriver à détricoter
C'est pourquoi il y a des protéines anormales, et pour le moment, on en est. Et c'est là que la recherche a pris un coup de barre depuis une dizaine d'années. Parce qu'il y a une dizaine d'années, on est parti sur l'idée, ah oui, la maladie de Parkinson, c'est génétique, bon, ça va, on va trouver. Hein. Et au départ, on a trouvé une dizaine de gènes anormaux. Donc si on se dit, bah, sur 10 gènes, on doit pouvoir arriver à... Et maintenant, on est à plus de 100. Et parmi tous les Parkinsoniens qui sont ici, il y a autant de génétiques qu'il y a de Parkinsoniens quasiment, avec des gènes différents, etc. Ça vous rend compte l'immensité du travail de recherche, de pouvoir avancer dans la compréhension génétique de la maladie et arriver à ce qu'il n'y ait plus de corps de Lévy. On en est encore bien loin. Mais le chemin est tracé. Pour ça, je vous rappelle que c'est la confirmation par DAT-scan de la déficience en dopamine dans le cerveau. J'aime bien cette image. Là, c'est le côté normal, un patient normal. Un patient parkinsonien est ici. Et vous voyez qu'au niveau du striatum, c'est asymétrique. Donc, je rappelle, la maladie de Parkinson commence toujours de manière asymétrique. Vous allez toujours trembler d'un côté et pas de l'autre. Vous traînez une jambe et pas l'autre. C'est toujours asymétrique, c'est une caractéristique de la maladie, c'est quasiment incontournable. Et vous me venez à la consultation et vous me dites je tremble d'emblée des deux mains, déjà pas mal. Pourquoi les personnes avec autant de recul qu'on a dans la maladie, autant de recherches qui se font, on ne sait toujours pas pourquoi. Une maladie chimique, pourtant chimique, on se dit ça doit être partout même dans le corps. Eh bien, il y a une asymétrie, mais qui nous aide quelque part, qui nous aide parce que ça nous permet de mieux voir directement un patient parkinsonien parce qu'il est asymétrique. Et voilà les fameuses synapses où vous voyez des petites boules de dopamine qui passent d'un neurone à l'autre, et quand il n'y en a plus, c'est ennuyeux. Alors ça, je vous l'ai déjà montré. Je passe. Ici, c'est la ligne de temps concernant la maladie de Parkinson. Donc, partons du diagnostic, comme on a vu tantôt. Là, le diagnostic, c'est le moment où il reste 20% de neurones efficaces. C'est vrai que maintenant, on commence à bien comprendre la maladie pré-diagnostique, ce qu'on appelle le prodromal ou le pré-diagnostic, où il peut y avoir des troubles de l'odorat qui apparaissent de manière assez brutale dès 50 ans, des troubles du sommeil, surtout de l'agitation dans le sommeil, la constipation. Ça peut parfois donner l'idée qu'un patient devient parkinsonien, mais on ne met pas encore au point par DAT-scan, par exemple, dans cette période-là. Donc simplement, on est attentif, parce qu'on n'a pas de reconnaissance des médicaments pour cette période-là, on n'a pas de reconnaissance de diagnostic pour cette période-là, ça va venir, ça va venir. Parce que le but, comme je vous disais tantôt, c'est d'agir plus tôt. Et puis, une fois que le diagnostic est mis en place, on met un traitement, si possible, sans dopa, ce qui change beaucoup d'avant, et on a une lune de miel, en tout cas une première lune de miel qui est partie pour environ 5 ans, et puis vous avez la seconde lune de miel, lorsque l'état s'aggrave et le patient devient plus raide, etc., on va mettre tout doucement de la dopa, et on est reparti pour une deuxième lune de miel, le traitement est stable sans prise de trop de médicaments. Et puis on arrive au stade avancé, vous savez qu'il y a les fluctuations, les dyskinésies, les blocages, et il faut commencer à prendre des médicaments plus souvent que 3-4 fois par jour, il faut commencer à prendre des médicaments toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. C'est ce qu'on appelle les fluctuations. Voilà pour la ligne 2. Donc en fait, soigner un parkinsonien, c'est gérer de manière optimale le capital dopaminergique résiduel. Il vous reste encore quelques neurones à dopamine, 20%, et bien on va essayer de les faire travailler de la meilleure façon possible. Ça, c'est du côté du médecin. Mais vous avez votre façon de faire, c'est vous adapter en parallèle au traitement médical pour souffrir le moins possible des symptômes. Donc, le diagnostic mérite d'être précis, précoce, ça c'est fort important. Avant, on disait, oh, un tel il tremble, oh, ça va pas les réfléchir, on lui laisse la paix, on fait rien. Il tremble, mais ça ne le gêne pas, donc on laisse ça comme ça. Non, c'est pas bien, il faut essayer de savoir pourquoi on tremble, quelle est la maladie sous-jacente. Si c'est Parkinson, ben, répond directement à un traitement de freination de la maladie. Vous voyez, les choses changent sur 50 ans de prise en charge. Voilà.
Alors, l'analyse de la situation, l'estimation du capital dopamine qui reste, il n'y a pas de machine, même le DASCAN qu'on voit là, vous donne une image, je dirais, lointaine. La seule bonne estimation de votre état, c'est le neurologue. C'est le neurologue qui doit regarder, vous écouter et vous toucher au niveau rigidité, etc. Et c'est lui qui va sentir l'aggravation qui se passe en vous et prendre les décisions médicamenteuses et les prises en charge qu'on aime bien être pluridisciplinaires, hein, qui est le sous-titre de mon livre. C'est au plus on est ensemble autour d'un parkinsonien, au mieux on l'est. Il n'y a pas une solution unique. Les médicaments ou la kiné, ou ci ou là, tout doit travailler ensemble. Voilà pour la prise en charge. Donc, la maladie de Parkinson, c'est la culture du bien-faire, le slow-attitude, la lenteur à accepter. Accepter sa lenteur pour faire bien. Dites-vous que quand on va vite, on fait parfois des bêtises. Et au plus on est parkinsonien, au plus c'est vrai. Donc, faites les choses plus lentement qu'avant, mais faites-les vite. Alors, ça c'était le premier point, la lenteur. Deuxième point, le centre de gravité. Ça, c'est aussi un changement qui se passe dans votre corps, vous vous rendez pas compte. Et là, je suis devant vous, mon centre de gravité est là. Je deviens parkinsonien, mon centre de gravité, il est là. À cause du manque de dopamine, vous n'avez pas la même rigidité, la même souplesse même dans les membres, et du coup, vous êtes facilement attiré vers l'arrière. Ça, il faut s'y faire. Si on reprend la statue du temps de Charcot, on voit cette statue où le manque de dopamine fait que tout part en flexion. Toutes les articulations partent en flexion. C'est bien pour ça que dès le départ que la maladie apparaît, il faut travailler ses extenseurs, faire beaucoup d'exercices comme ceci en assis pour ne pas tomber en arrière. Mais voilà, c'est un des exemples qui montre qu'il faut, dès le départ de la maladie, se prémunir de cette évolution-là par l'exercice physique. Voici un de mes patients, et vous voyez bien que son centre de gravité est beaucoup plus postérieur à sa façon de se tenir, et bien son centre de gravité part en arrière. D'où risque de chute en arrière. Les chutes en arrière, voilà, sont fréquentes chez le parkinsonien à du moment où il est debout et qu'il lâche tout contact. Parce que vous allez dire, oui, mais j'ai un repère visuel, je regarde là-bas, vous en faites pas, je tiens le pied. Le repère visuel ne suffit pas, on part en arrière. Donc un parkinsonien debout, il doit toujours avoir un petit. Au moins, il est sûr qu'il va bien rester debout. Quand on se lève, on voit trop souvent des gens qui se lèvent, ils font ça un peu comme à l'armée. Boum, 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 on tombe en arrière. Il faut apprendre à se lever. Il faut apprendre à se lever en mettant un peu ses épaules en avant, et éventuellement se pencher un peu en avant, se redresser tout doucement jusqu'au bon endroit. Quand vous dressez trop vite. Il faut apprendre à se lever quand on est parkinsonien. C'est plus comme avant. Évidemment, on ne va plus travailler accroupi. On part de toute façon en arrière. Autre exemple, les chutes en arrière quand on ouvre une armoire. Soit dans une salle de bain, puisque l'armoire est là en haut et qu'on l'ouvre, et puis on tombe en arrière. Vous voyez ici l'armoire, vous montre, bon, je vais tout de suite parce que c'est le désordre parfait. Vous voyez, j'ai demandé à la patiente d'aller ouvrir, elle fait ça, et puis elle essaie de la idéalement, vous allez en marchant en avant au niveau de l'armoire, vous l'ouvrez devant vous, vous faites ce que vous faites dans l'armoire, vous la fermez, vous continuez en avant. Pas de marche arrière. Le moindre pas en arrière est dangereux. Et c'est de plus en plus vrai quand la maladie évolue. Évidemment, vous allez dire, ouais, mais au début de la maladie, moi, je ne sais pas ça. D'accord, attention. Je vais vous dire, à l'avance, peu trop tard. Autre règle importante, les mains dominent les pieds. Une des raisons pour lesquelles, quand vous êtes parkinsonien, vous ne devez pas avoir les deux mains occupées quand vous marchez. Parce que surtout si vous devez faire attention à votre façon de marcher, le fameux talon point qu'on vient de faire tantôt, si vous avez les mains occupées, vous ne contrôlez pas vos pieds. Vous voulez une démonstration de ça?
Voilà, je vous la ferai. Vous ferez à la maison en rentrant chez vous. Vous mettiez, vous appuyez, hein. La prudence est la mère de la porcelaine. Je demande à ma main de faire ça. Tourner vers l'extérieur. Non, c'est au niveau du pied. Je dis à mon pied, tu vas tourner vers l'extérieur. Et puis à un moment, vous dites, ah oui, mais ma main voudrait faire qu'elle tourne vers l'intérieur. Le pied tourne vers l'extérieur, et ma main tourne à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Votre pied suit immédiatement votre main. La main domine le pied. Donc quand vous êtes comme ceci en train de marcher, vous contrôlez vos mains, vous contrôlez plus. Donc quel est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à une parkinsonienne? C'est une petite table, une dessert. Pour le monsieur, ce sera la brouette. Voilà. Mais voilà, c'est important de savoir, quand vous avez des difficultés à la marche, vos mains dominent vos pieds. Que si vous dites, ah ben moi je vais transporter la soupière pour aider les enfants, un repas de Pâques, etc. Oh, je vais transporter la soupière. Il y a tous les risques du monde. Faites très attention à ça. Autre règle, anticiper et décomposer. Le manque de dopamine, comme je vous le disais tantôt, vous ralentit, fait que vous n'avez plus les réflexes. Donc quand vous devez vous lever du ciel, par exemple, eh bien quand on est jeune, qu'est-ce qu'on fait? On se lève. Il n'y a même pas de temps d'arrêt. Quand on devient parkinsonien, il vaut mieux tout doucement apprendre, se dire que ça servira un jour de se lever, pause, et puis je démarre. C'est beaucoup plus sécurisant que de faire comme une balle. Donc, ça s'appelle un peu décomposer. Et l'anticipation, c'est je suis assis, je vais devoir me lever. J'anticipe mon lever. Première chose, vérifier que mes pieds sont bien écartés. Parce que je ne vais pas me lever sans réfléchir avec mes pieds collés. J'arrive debout, je suis directement en difficulté. Donc, anticipez ce que vous allez faire. Dire maintenant, je vais faire ça. Bon, quelle est la bonne façon de faire pour ne pas se planter, comme disent les jeunes? Anticiper ou décomposer. Décomposer vos mouvements. Alors, on continue. Ouais. Le problème de la planification, qui est très stressant. Bon, planification d'une part, parce que quand les fluctuations arrivent, c'est pas gai de vivre avec des fluctuations. Parce qu'on sait ce qu'on va être, comment on va être à midi, mais on ne sait pas si on va être de la même façon à 3 heures ou à 6 heures. Du coup, comment je planifie ma journée? Et puis, je vous ai dit tantôt qu'il y avait des problèmes frontaux liés à la dopamine qui fait qu'on planifie moins bien, il reviendra. Et donc, c'est ici le problème des fluctuations. Alors, on va avec le fameux on-off et l'image qui vous dit que si vous prenez trop, vous passez en dyskinésie. Si vous prenez trop peu, vous restez en blocage. Le malheur veut qu'avec le temps, cette fenêtre se raccourcit et devient de plus en plus minime et que régler un traitement est de plus en plus compliqué avec le temps qui passe pour être juste. Voilà. Alors, je vous rappelle aussi que dans les fluctuations, il ne faut pas en vouloir uniquement à la maladie. Oui, bien sûr, il y a des fluctuations intrinsèques qui sont liées à la maladie, comme on vient de voir ici avec la perte des neurones, mais vous avez aussi des fluctuations en raison du froid, d'avoir faim, d'être fatigué par manque de sommeil, d'être fébrile au sens anxieux nerveux, ou dû au freezing, l'émotivité aussi. Et là, c'est à vous de jouer. Toutes les fluctuations ne sont pas dues au traitement. Il y a les fluctuations dues à votre environnement de vie. Comment vivez-vous? Vivez-vous fatigué, anxieux, etc. Et là, vous favorisez aussi vos fluctuations. Ce n'est pas que le médicament. Alors, oui. Pensée square, droit, évitez toute torsion. Ça, c'est surtout le truc des demi-tours. Le truc des demi-tours, où je vais peut-être commencer par là.
À un certain moment, les patients me demandent pour avoir accès au parking privilégié. On donne aux handicapés en général et que le parkinsonien peut obtenir à partir du moment où il est un peu difficile à marcher pour aller dans les magasins, etc., etc. C'est une raison, mais il y en a une seconde. C'est que pour sortir de votre voiture, quand vous sortez de votre voiture, quand vous êtes jeune, vous faites ça, et hop, je suis parti. Quand on est parkinsonien, vous verrez que toutes les torsions, les travaux en déséquilibre un peu oblique comme ça va devenir compliqué. Et qu'en fait, vous avez beaucoup plus intérêt pour sortir de votre voiture, d'ouvrir grand la portière, vous tournez et sortir droit de votre voiture. Je l'appelle le square. Même chose, quand vous revenez dans votre voiture, vous rentrez le pet en arrière, droit, puis vous tournez, vous mettez bien. Il existe même des coussins maintenant pour aider. Ça veut dire aussi que quand vous allez dans un parking où la place entre les voitures est très étroite, vous ne savez pas ouvrir votre portière pour sortir square. Et ça, c'est pour moi, c'est même une cause plus importante de demander le parking privilégié. C'est pour avoir de la place pour ouvrir ces portières et pouvoir sortir droit. Très important, vous avez des moments où vous allez faire des mouvements de torsion, vous allez tomber. Idem dans le demi-tour, voilà, je suis ici. Je veux aller là. Première solution, comme j'ai dit tantôt, pas ceci, hein, je vois parfois des gens qui font ça en arrière et puis je repars en avant. Dangereux. Donc, un bon demi-tour, c'est un demi-tour large, comme si vous étiez à vélo. Voilà. Vous tournez comme un vélo, vous continuez à marcher en avant. Il n'y a pas de souci pour votre cerveau. Le problème du Parkinson, c'est de faire de l'avant et d'arrière. Deuxièmement, si vous devez tourner sec, vous allez dire, je vais faire ça. Là, ça va coincer. Vous allez être en torsion ici, et ça va friser. Friser, c'est encore pas faire ça, parce que vous êtes en torsion, ça va friser, vous risquez. Donc là, s'il n'y a pas la place pour faire le demi-tour comme un vélo, c'est lever les pieds, comme les soldats de Han, et tourner en levant bien les pieds. Voilà, c'est toujours la notion de square. Droit. Toujours penser travailler droit. Une fois que vous travaillez, même dans votre jardin, vous pouvez travailler par terre de fleurs, mettez-vous droit, ne travaillez pas là-bas. Si vous devez aller travailler là-bas, vous devez passer et vous travaillez droit. Sinon, il chute. Voilà. Ah oui, idem pour sortir du lit. Pour sortir du lit, eh bien, on roule jusqu'au moment où on est au bord, on se met droit et on sort. Idem pour rentrer. Voilà, ça c'est le travail square. Alors, chauffer les neurones et les muscles avec des répétitions pour affiner les résultats. Le manque de dopamine dans le cerveau vous amène progressivement à ce que votre cerveau a besoin de plus de temps pour démarrer, c'est-à-dire ce qu'on appelle ça le schéma moteur. Prenons tout simplement le lever et la marche. À partir du moment où je dois me lever et marcher, quand je n'ai pas de souci de dopamine, je le fais sans réfléchir. Quand vous avez des soucis de dopamine, on a déjà vu tantôt, il faut anticiper, il faut voilà. Pourquoi? Parce que le schéma moteur ne se met pas en route tout de suite. La dopamine nécessite un échauffement, pour ça que je vous ai dit anticiper, décomposer, prenez votre temps. Pourquoi? Parce que les neurones doivent un petit peu travailler avant de vraiment vous donner la pleine action. Idem pour les répétitions. Quand vous faites de la gymnastique ou de la kiné, pensez à faire 10 fois le même exercice. Parce que généralement, le premier coup ne sera pas bon. Je vais vous donner un exemple. Je vais dire bonjour à monsieur ici. Si je suis parkinsonien, mon premier geste va être trop court. Et c'est en répétant mon geste que finalement j'arrive à bien le faire. Donc il y a cette notion de répétition aussi qui est importante. Le premier geste est souvent mal fait. Pourquoi? Par manque de dopamine, le premier geste est mal fait. Donc apprenez à répéter vos gestes jusqu'au moment où vous les faites bien. Ne les faites pas trop vite parce que vous n'avez pas le temps alors de répéter vos gestes pour être bien. Moi j'appelle entre guillemets chauffer les neurones et même les muscles aussi. Ça va ensemble pour avoir une bonne activité.
et répétez vos exercices. Un truc simple, vous n'avez pas besoin de kiné, vous pouvez le faire à la maison. Je vais vous le faire ici. Voilà, vous mettez devant une portable et vous faites des séries de 10. Je monte, éventuellement je m'appuie si je suis en insuffisance quadricipitale, mais si j'ai des bons quadriceps, je travaille moi-même. Je me mets bien droit, je me dresse, y compris les genoux, tout bien droit. Ça prend du temps. Et puis après, je redescends. Et quand je redescends, je retiens, je fais travailler mes fessiers. Voilà. Et vous faites ça 10 fois de suite, et bien vous avez déjà un bon petit exercice de gymnastique spécifique Parkinson qui vous fait travailler tous les membres, l'entièreté des membres inférieurs, quadriceps, fessiers, etc. Ouais. Donc l'échauffement, c'est la lutte contre l'ankylose aussi, parce que là vous êtes en train de rester plus d'une demi-heure assis, c'est pas bon. Vous savez bien que dans les avions, on dit toutes les demi-heures, il faut un peu bouger pour ne pas s'ankyloser. C'est vrai dans le Parkinson, c'est encore plus vrai dans le Parkinson. On n'essaiera pas d'être trop long, mais quand vous vous leverez tantôt, ceux qui se sentent un peu en difficulté prendront leur temps. Prendront le temps de bouger, d'échauffer un peu avant de démarrer. On ne se lève pas. Après 1 heure de spectacle, on ne se lève pas comme si ne s'était rien passé. Non, je suis parkinsonien, je dois m'adapter à ça. Je vais commencer à faire un peu d'échauffement sur ma chaise, et puis je vais partir. Échauffement, tonification, mise en route des schémas, je vais vous le dire. On en arrive aux règles d'or de la marche et de la communication. C'est ça. Donc je vous rappelle, et ça c'est aussi un point très simple. Le manque de dopamine, il est là dans votre cerveau. On a montré tantôt avec le striatum. C'est là que ça se passe, le manque de dopamine. Mais par contre, vous le faites, c'est ici ça se passe. La force musculaire pour se lever sans appui, c'est vos quadriceps. Vous pouvez mettre autant de dopamine que vous voulez dans le cerveau. Si vous avez des quadriceps insuffisants, ça n'ira pas. Donc, quand un patient parkinsonien a difficile de se lever d'une chaise, j'y arrive pas. Est-ce que c'est un manque de dopamine ou c'est un manque de muscle? Il faut toujours se poser la question. Parce que c'est pas toujours un manque de dopamine. Parce qu'à la limite, on donnerait trop de dopamine. Les gens deviennent confus, dyskinésiens, mais ça n'arrange rien à leur vie. Donc, toujours penser, maladie de Parkinson, oui, dopamine dans la commande, je commande l'exercice. Ici, je réalise l'exercice. Ai-je assez de muscles? D'où la nécessité que je vous ai dit dès le départ, l'exercice physique, l'entretien physique est indispensable dès le début de la maladie pour garder les bons muscles. Être une sorte de sportif entretenu. Et il m'arrive en consultation, si c'est le genou du patient, de mesurer au-dessus du genou son quadriceps et de voir des quadriceps qui sont comme mes bras. Et donc les gens disent bah, j'ai du mal, ah bah oui, vous marchez comme si moi je marchais sur mes bras, j'y arrive pas. Donc il faut bien travailler musculairement et une fois qu'il y a des problèmes avec le kiné. Alors, pour éviter ce fameux freezing qui est cette marche sur place quasiment, qui est fréquente chez le parkinsonien, par manque de dopamine, vous êtes vous obligé maintenant de bien attaquer du talon. Talon, point, talon, point. On doit tous le faire. Vous savez, je suis déjà tombé dans les rues de Charleroi, parce qu'il y a des pavés qui dépassent, et parce que je n'ai pas regardé. Et je n'ai pas fait un point, et je suis tombé. Donc on doit tous faire un point. Mais le parkinsonien, il doit le faire tout le temps. Tout le temps, son point. Il ne peut pas l'oublier. Parce que s'il reste point, à un moment, ce point va devenir et je bloque les genoux. Exclut le point, talon point tout le temps, que ça soit sans appareil, avec une canne, avec un rollator, comme vous voulez, que c'est talon point. Ça souffre aucune discussion pour votre bien-être. Les demi-tours, je vous ai expliqué. Alors, oui, donc faire attention aussi que dans le Parkinson, on a les pieds qui ont tendance à se rapprocher. C'est dû au tonus des adducteurs. Ici, nous avons des muscles qu'on appelle adducteurs, d'où hyperadduction quand ils travaillent trop. C'est assez typique du Parkinson. Donc, on a vu tantôt que le Parkinsonien avait tendance à partir en flexion.
mais il part aussi en adduction. Donc vous devez travailler ça. Et quand je vois un patient en consultation les genoux croisés, je crie. Je n'en vois pas, c'est bien. Mais c'est important, parce que si vous habituez votre corps à ça, il est évident que quand vous serez debout, vous allez marcher avec les pieds l'un près de l'autre, vous allez me dire, docteur, je n'ai pas d'équilibre. L'équilibre, c'est le patineur, hein, qui est droit à droite, puis gauche à gauche. Ça, c'est l'équilibre. Si vous marchez les jambes collées, ouais, il faut contrôler l'adduction, travailler les abducteurs avec le pied pour apprendre à écarter ses pieds. Tout ça, c'est des petits trucs que vous devez avoir en tête. Vous n'en pouvez rien, mais c'est devenu comme ça. Tout ça le deviendra tout doucement si ce n'est pas encore fait aujourd'hui. Alors, l'écriture. Je veux améliorer mon écriture. C'est vrai que les Parkinsoniens, ils écrivent plutôt petit. Donc, on conseille des cahiers à 3 lignes. Comme chez les enfants en première année, pour bien tirer l'écriture vers le haut. Et pour ceux qui tremblent, nous avons à Charleroi conçu, c'est pas juste, trouver dans un magasin un bic en deux tenants, si vous voulez. Comme ça, vous mettez votre index au milieu et vos deux autres doigts tiennent. Du coup, on tremble moins quand on écrit. C'est le bic à 2 branches. J'en ai ici, pour ceux que ça intéresse d'essayer. Alors, la voix. Vous m'entendez bien jusqu'au dernier rang. Pourquoi? Parce que je reste. Je vois trop de Parkinsoniens comme ça. Si on est comme ça, on ne remplit pas ses poumons. Si on ne remplit pas ses poumons, on parle comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Et alors vous avez le conjoint, qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Mais non, c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire respire. Vous faites 3 fois ça, 3 bonnes respirations. Et puis vous dites au patient, maintenant tu dis bonjour docteur. Et il vous fait un bonjour docteur sec. Alors qu'au début, il était bonjour docteur. Ça va pas. Donc c'est de nouveau une question de savoir ce qu'il faut faire. Ah, l'ampliation thoracique, ça se travaille avec le kiné au cas où. Il m'arrive de mettre dans mes séances de kiné ampliation thoracique. Comme vous voyez, en assis. Pourquoi en assis? Parce que je suis en arrière, attention. Savoir chauffer la voix aussi, on a déjà parlé de chauffer, ben, la voix aussi ça chauffe. Hein, remplir, parler de plus en plus, au plus on va parler, au mieux on va parler. Donc il faut savoir, et c'est vrai que les Parkinsoniens sont parfois un peu taciturnes, ils ne parlent pas beaucoup, donc il faut les amener à parler, à chanter, à rire, pour entretenir la voix. Dans les cas extrêmes où il n'y a plus rien qui sort, vous avez les tablettes, hein, je ne sais pas si vous avez été au courant, qu'il y a un projet régional sud-éno avec les Français, où on va donner de plus en plus de tablettes aux gens parkinsoniens pour que, quand ils ont difficile de se faire comprendre, ils puissent écrire et la tablette parle pour eux. Voilà. Alors, on en arrive à quoi? Les troubles émotionnels, dépressifs, impulsifs et attentionnels. On en a parlé un petit peu au début. Donc là, on sort du moteur. Et on sait que les patients parkinsoniens sont facilement émotifs. Ils vont pleurer facilement, ils vont être anxieux, ils vont pas être bien dans leur peau, dépressifs. À ce moment-là, le conseil est quand même le moins de médicaments calmants possible. Parce que vous avez déjà une maladie qui est un ralentissement. Si en plus vous dites maintenant vous êtes anxieux aussi, alors il vous faut des calmants. 2 fois plus ralentir. Donc, théoriquement, le médecin doit quand même faire attention de donner le moins possible de médicaments. Et donc, de nouveau, de demander la collaboration du patient, de son conjoint aidant, etc., pour le rassurer, pour le distraire. Ah bien, on va aller faire un petit tour ensemble, on va faire un petit Scrabble ensemble. Et comme ça, on essaie de diminuer l'anxiété et l'angoisse qui est positivement due à la maladie. On est tout à fait d'accord. Au niveau attentionnel, les patients parkinsoniens ont une mauvaise attention. On dit parfois, mon docteur, il a aussi des problèmes de mémoire. Donc, mémoire, vous oubliez un peu ça, qu'à le lire. Mémoire, c'est Alzheimer. Ici, on est dans la maladie de Parkinson, on n'a pas de problème. Simplement, on a des problèmes d'attention.
Or, je vous rappelle que si vous n'êtes pas attentif, il n'y a pas de mémoire. L'exemple que je prends toujours, vous êtes venu ici en voiture, vous avez suivi des voitures, à un feu rouge ou quoi, je vous demande une plaque de voiture que vous avez suivie. Personne ne peut me répondre, même pas moi, parce que je ne fais attention. Donc, s'il n'y a pas attention, il n'y a pas mémoire. Clair. Or, le parkinsonien va avoir des problèmes d'attention. Donc, il faut forcer son attention, stimuler son attention, à la fois par les médicaments, mais aussi en lui demandant de répéter tout haut, d'écrire, faire des tuteurs de mémoire. Alors, aussi, interdiction de faire deux choses à la fois. Enfin, si vous faites deux choses à la fois, déjà même hors Parkinson, deux choses à la fois, c'est beaucoup moins performant qu'une chose à la fois. Vous descendez à 70% un peu de réussite dès que vous faites deux choses à la fois. Exemple facile que vous pouvez refaire chez vous. Je mets une pièce de monnaie par terre, je vous demande de la ramasser. Ah, allez, ah bah allez, maintenant j'en mets deux. Maintenant, vous la ramasser avec les deux mains, une dans chaque main. Vous allez voir, vous doublez, vous triplez le temps de ramasser. Donc on ne fait pas deux choses à la fois. Et surtout, quand on est parkinsonien, c'est vraiment, je fais mon truc, je me concentre dessus, et là je vais bien le faire. Si je fais deux choses à la fois, c'est bien. Et alors, stimuler le cerveau, exemple, ce que moi j'appelle la lecture approfondie. Vous avez votre livre ici, et vous avez le dictionnaire à côté. Dès qu'il y a un mot dans le livre que je ne sais plus très bien ce que ça veut dire, directement. Ce n'est pas dire, moi j'irai voir tantôt au dictionnaire. Oubliez. Tout de suite. Dictionnaire à côté du livre. Ou travail sur tablette, avec des jeux, etc. Ça, il faut quand même faire aussi, il faut entretenir votre cerveau. Il n'y a pas que le moteur. Alors, on termine. Étoile, ça va? On termine avec les deux derniers points. Les troubles physiques et généraux. J'insiste toujours sur le contrôle de la tension artérielle, parce que les parkinsoniens sont très sensibles à l'hypotension orthostatique. Donc, la tension chez le parkinsonien se mesure debout. Parce que c'est debout que vous avez besoin d'une bonne tension, c'est pas assis. Donc, vous êtes assis, si votre tension est bonne, c'est bien. Mais si debout, elle s'écroule, il faut mieux le savoir. On mesure sa tension debout surtout. Le problème d'urgenterie, si vous voulez, on y reviendra dans les questions. Et alors, l'alimentation, je passe rapidement aussi, on peut le dire. L'alimentation du parkinsonien, le parkinsonien doit manger de tout. Et beaucoup de tout. Et beaucoup de vitamines de tout. Comme un sportif. Considérez-vous comme un sportif, vous avez besoin de tout. Je vous ai bien montré plusieurs fois que l'exercice physique était très important pour être bien. Donc vous êtes un sportif, donc vous devez avoir une alimentation de sportif avec le contexte méditerranéen. Vous savez bien que au niveau cholestérol, etc., c'est meilleur à la santé. La seule chose à dire dans l'alimentation du Parkinson, les médicaments qui vous apportent un repas, Prolopas, Salévo, etc., doivent être pris en dehors des repas, avant si possible, parce qu'après le repas, la digestion peut parfois être très forte. Voilà, dans mon bureau, on prend la tension artérielle debout. C'est celle-là qui me sécurise pour vous. Donc, ici, on arrive un peu dans les rappels. Les 6 règles d'or du parkinsonien. Levez les pieds, particulièrement les orteils. Parfois, je vois des gens qui lèvent le pied comme ça. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit. Mais lever le pied comme ça, c'est pas lever le pied, ça. Lever le pied, c'est ça, ou ça, avec les orteils en haut. Ah oui, je ne vais pas parler des escaliers. C'est important aussi. Votre talon-pointe, on a vu le talon-pointe quand on marche à plat, y compris dans les escaliers. Que si vous montez l'escalier avec votre pointe en bas, vous allez cogner. Hein. Donc là, dans l'escalier aussi, vous attaquez du talon. Quand vous descendez l'escalier, vous faites une belle bordure de rue. Talon d'abord. Pourquoi? Si vous descendez comme quand vous étiez là, sur votre pointe, vous lancez la balle en avant. Donc, levez les pieds et les orteils, écartez les pieds, abduction. Redressez le corps, on l'a vu, pas trop, mais quand même, pas non plus rester fléchi. Réfléchir en bon geste, bien réfléchir. Là, maintenant, je vais me lever, comment je vais faire? Prendre son temps. Pas de choses à la fois. Et s'entretenir, muscles et cerveau. Il faut tout entretenir. Quelques petites images ici
de gymnastique. Donc vous voyez qu'on travaille assis quand on travaille les extensions. Voilà, par exemple, un cours de tai chi qui peut se faire de manière agréable en extérieur. D'autres exercices. Pour les plus jeunes, le golf, c'est très bon. La natation sur le dos. Bien sûr, le vélo, que je préfère en vélo fixe pour ne pas prendre trop de risques sur nos routes de Belge. Mais si vous avez des belles pistes cyclables, pourquoi pas. Ou le Ravel. Donc vous voyez que bien équilibré un patient parkinsonien, oui, bien sûr, il faut les médicaments. Les médicaments à l'heure aussi, à l'heure. Selon ce que votre contrôleur vous avait dit, prenez un à telle heure. Médicaments à l'heure. N'oubliez pas tout votre travail personnel sur lequel j'ai fort insisté aujourd'hui pour vous faire comprendre